Notre invité qui est à notre compagnie ce soir, c'est le journaliste Hubert Etondi, mais surtout analyste politique également. Bonsoir à vous, monsieur, et bienvenue. Bonsoir, chère madame. Bonsoir à mon confrère panéliste. Bonsoir aux panélistes des autres plateaux Yaoundé et Djamena, certainement. Vous allez les prendre. Bonsoir, parce que l'honneur aux dames. Hein, je vous ai vu défiler les dames là, les premières dames. Bonsoir à ma bien-aimée Marie-Florence et à toutes les femmes africaines, parce qu'en réalité, les femmes africaines, aujourd'hui, doivent être à l'honneur et doivent avoir de la sagesse, de l'intelligence, le courage pour accompagner ce grand combat de lutte de libération de l'Afrique. Le professeur l'a dit tout à l'heure, il est convenable et bienséant pour nous de saluer tous les agriculteurs, les planteurs, nos mamans dans les zones rurales d'Afrique, parce qu'en réalité, quand vous parlez d'accord de partenariat économique, il faut déjà observer que la maman qui plante son macabo là-bas en Dôme ne peut pas le faire transiter pour aller vers l'Europe. Et elle nourrit tout simplement cette population. Et donc, elle est déphasée de cet accord, de ces affaires d'accord de partenariat économique qui, en réalité, prônent le libre-échange, alors qu'en principe et de manière opératoire, on ne peut échanger que quand on est à égale distance. Et si on est dans des distances disproportionnées, l'échange ne peut pas être égal et ne peut pas être équitable. Donc, de manière fondamentale, je ne vois pas peut-être ces députés européens auront une alchimie, les députés français du mouvement En Marche auront une alchimie pour amener ces accords à un minimum d'équité, parce que ces accords sont fondamentalement des accords injustes. Ils plongent l'Afrique, et c'est pour ça que je salue toute l'Afrique, toutes les énergies africaines, toutes les puissances africaines, tous les ancêtres même africains, parce qu'en réalité, c'est de ça dont il est question aujourd'hui. Oumniobé disait au Cameroun, il faut combattre, il faut lutter jusqu'à parvenir à l'élévation des standards de vie des populations. Or, ces accords en réalité sont un baiser de la mort qui ne peut, en l'état actuel, garantir le développement et la croissance de l'Afrique. D'ailleurs, les pays émergents, parce que Afrique, Caraïbes, Pacifique, on parle de l'Afrique, des Caraïbes et du Pacifique. Et justement, on constate que la plupart de ces pays sont encore en état de pauvreté très clair. Et avec vous, justement, M. Hubert Etondi tout à l'heure, quand on rentrera dans le vif de ce sujet, on reviendra sur annoncé parce qu'une visite à la force Barkhane, la force militaire Barkhane au Tchad est également annoncée lors de cette visite de Emmanuel Macron. Pourquoi aujourd'hui vous pensez que le président français choisit la prochaine destination africaine et choisit le Tchad pour parler de la crise centrafricaine et choisit d'ailleurs comme la personne adéquate le président Idriss Déby Itno? Vous savez, le Tchad, c'est un pays très, très fort en termes de symboles. C'est le pays de Touma. Et donc, il est chargé d'histoire, d'histoire ancienne, d'histoire africaine, de symbolique africaine et même de puissance africaine. Quand on parle du Tchad, c'est beaucoup de repères en termes de construction d'une Afrique forte et d'une Afrique ancienne. Choisir le Tchad pour Emmanuel Macron, il serait venu au Tchad depuis. Mais quelqu'un l'a dit tout à l'heure, vis-à-vis du Tchad, il y a toujours eu ce mépris. Et vous savez, ce mépris est parti du fait que le Tchad n'a vécu que dans des guerres. Avec cette affaire de Goukouni Ouédé et des Sanabri, où le Tchad a été toujours en instance de guerre. Ce qui a suscité à un moment donné le mépris, quelqu'un l'a dit, de la France, ou bien la condescendance. Vous savez, l'un des prédécesseurs d'Emmanuel Macron avait dit à un moment donné au sujet d'une ONG qui s'est symbolisée comme une ONG voleuse des enfants. Ce président l'avait dit, j'irai les prendre quoi qu'ils aient fait. C'était au Tchad, hein, c'était au Tchad justement. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'en réalité, Emmanuel Macron, au regard de la puissance sécuritaire et militaire du Tchad, parce qu'on cite peut-être l'opération Barkhane, mais citons l'opération Serval pour libérer le Mali. C'est le président Idriss Déby Itno qui a pris fait et cause d'aller au Mali avec une armée, de se faire le général des armées pour aller libérer le Mali.
Et la France, en réalité, a utilisé des astuces pour vouloir décrédibiliser la puissance agissante du président Idriss Déby. Mais le monde entier a vu. La France n'avait pas envie d'accepter. D'accepter que c'est le président Idriss Déby, c'est l'armée tchadienne qui allait opérer la libération. J'essaie de décrire la déconsidération, une espèce de sous-estimation, une espèce de mépris par rapport aux valeurs, par rapport aux compétences, par rapport au mérite. Et ce qui fait qu'en dernier ressort, et c'est ça la France, quand on est hypocrite, quand on est ingrat, c'est comme cela qu'on agit. Emmanuel Macron, lors de son premier passage, serait venu là, qu'il aurait consolidé ce qu'on appelle le G Sahel. En réalité, un G Sahel qui est comme un cheval de Troie pour la France dans le cadre de la lutte contre le terrorisme, comme vous l'avez dit. En réalité, un G Sahel que la France aurait dû soutenir par des moyens forts, pas seulement par l'opération Barkhane qui lui-même vient remplacer l'opération Épervier et l'opération Serval. Qu'est-ce qu'il faut dire? Il faut dire qu'en réalité, Emmanuel Macron se discipline par rapport à la réalité. La réalité, c'est quoi? La réalité, c'est qu'aujourd'hui, il est impensable, il est intolérable aujourd'hui qu'il y ait encore continuité de cette condescendance. Le président Idriss Déby l'a redit à plusieurs reprises. Le président équato-guinéen Teodoro Obiang l'a redit à plusieurs reprises. On ne peut pas négocier, on ne peut pas parler avec des partenaires qui ont toutes les richesses, les matières premières, les ressources humaines, les retombées et les revenus. Vous négociez, vous discutez avec eux comme un maître et son esclave, comme un maître et son élève. D'ailleurs, il y a ce paradigme-là qui a pris un moment de l'ampleur, mais qui doit être déconstruit. C'est-à-dire que quand un président africain a affaire à un président français, on a affaire à un maître et à son élève. C'est tombé. Ça veut donc dire que Emmanuel Macron revient sur terre. Et cette félicitation, il revient sur terre, pas de lui-même, il revient sur terre parce qu'il cherche aussi de l'oxygène. Il ne respire pas. Il ne respire pas avec des gilets jaunes qui l'ont essoufflé et qui ont essoufflé toute la France gouvernante, au point qu'à un moment donné, il a été lui-même incapable de prendre la parole à un temps donné pour dire à son premier ministre d'intervenir. Il revient pour une détente. Il vient là pour une détente parce qu'en France, ça ne va pas actuellement. Il cherche donc, pour revenir au devant de l'actualité, au devant de la scène. Et il inscrit donc la visite, par exemple, de l'opération Barkhane, la visite des militaires. Et il y a un élément majeur, parce que c'est cela qu'il faut regarder. Il inscrit dans cette visite au Tchad une collaboration avec le président Idriss Déby Itno pour l'aider à résoudre, pas la crise centrafricaine, à résoudre ce qui se passe actuellement en Centrafrique, c'est-à-dire Moscou ou le Kremlin, où Vladimir Poutine s'est levé désormais en puissance mondiale. On sait ce qui s'est passé en Russie. Donc aujourd'hui, toute la France est inquiète. Et Macron doit être inquiet parce que en Russie, la France s'est mise à suivre les pas en Syrie, devrais-je dire. La France s'est mise à suivre les pas de la Russie. Aujourd'hui, qu'est-ce qui se passe en Centrafrique? C'est que la Russie a pris fait et cause de prendre position de manière sécuritaire. Un accord vient d'être signé là, pratiquement en août 2018. Cet accord est un accord militaire. Mais avant la signature de cet accord militaire, la Russie avait déjà livré des armes, avait déjà fourni près de 170-175 instructeurs pour former les militaires. Ces instructeurs civils avaient déjà livré 5 instructeurs militaires pour former les militaires et les aider militairement à se déployer dans tout le pays. Parce qu'en réalité, qu'est-ce qui se passe? Voilà un autre péché de la France. Depuis Boganda, en passant par David Dako, Bokassa, Kolimba, j'en passe, et François Bozizé, jusqu'à François Bozizé, la Centrafrique a été mise dans le sac. La Centrafrique a été mise dans le sac de la déstabilisation permanente. Cette déstabilisation permanente a profité à qui? Uniquement à la France. Or, qu'est-ce qui se passe? L'accord que la Russie a pris fait et cause de signer avec la Centrafrique, la France demande d'avoir un droit de regard. Mais attendez, on se pose la question de savoir
La Centrafrique, c'est une création de la France pour que une puissance onusienne, une puissance qui a un droit de veto à l'Organisation des Nations Unies, prend fait et cause de faire un accord militaire pour sécuriser le pays, parce qu'en Centrafrique, le président Archange Touadéra est en train de faire des efforts. D'ailleurs, c'est lui qui a obtenu cet accord. On doit le féliciter et on doit le défendre, parce que François Bozizé était tombé parce qu'il a fait une ouverture avec la Chine. On doit donc dire dès maintenant qu'il ne faut jamais et il ne faut jamais toucher au président Archange Touadéra. Donc, pour achever, bien qu'à ce niveau, il faut dire de manière claire qu'aujourd'hui, ce qui va se passer en Centrafrique, nous allons soutenir la Russie. Pourquoi? Parce qu'en Centrafrique, le développement n'est qu'à Bangui. Tout le pays, tout l'arrière-pays a été abandonné depuis des années et des années. Or, la France était là. Qu'est-ce que la France a fait? La Russie voudrait que toute la Centrafrique soit sécurisée et qu'il y ait un mouvement de développement dont la France doit impérativement accepter ça et collaborer. D'accord, merci. À vous, Monsieur Etondi, pour cette analyse. Direction Yaoundé pour essayer d'équilibrer le débat ce soir. Déroulé ce soir, Luc Michel, sont suffisamment intéressants pour comprendre aujourd'hui cette venue d'Emmanuel Macron. Ça, c'est ce que Luc Michel a fait, c'est une très bonne analyse. Oui. Mais il y a un penchant, c'est que Luc Michel a toujours considéré la France et l'Union européenne comme porteurs de valises de Washington et des États-Unis. Ça, c'est une chose. L'autre chose ici, il a même avancé aujourd'hui, il a parlé de shérif, que c'est le shérif, et c'est un shérif, et c'est là où je suis parfaitement d'accord avec lui, c'est un shérif qui doit être contrôlé. Mais ce qu'il faut dire, c'est qu'en réalité, la France joue de la ruse. La France joue de la ruse en réalité. Le problème de fond est lequel? Le problème de fond est l'attentisme des Africains. Le problème de fond est la tiédeur des Africains. Oui. Le problème de fond est le manque d'engagement des Africains. Le problème de fond est le manque de courage. Le problème de fond est le manque d'initiative. Le problème de fond est la constance dans la désunion. En réalité, si ces chefs d'État africains, ne serait-ce que le précaré dont il a présenté tout à l'heure, faisaient route commune, c'est-à-dire s'ils engageaient leurs efforts communs, s'ils étaient ensemble, s'ils prenaient des décisions ensemble, s'ils allaient, en fait, s'ils unissaient leur peuple, c'est-à-dire faire adhérer le peuple de la base au sommet, ce serait autre chose. Voyez, prenons un exemple simple, prenons le cas de la France. Voici ce qu'on a vécu ces semaines avec les gilets jaunes. Les gilets jaunes ont fait transpirer toute la France Macron. Or, qu'est-ce qui se passe en Afrique? En Afrique, c'est qu'on est divisé. Je me souviens, peut-être c'est pour cela que Luc Michel n'a pas abordé cela, c'est pour cela qu'on attire l'attention du président Idriss Déby, Idno, de ne pas servir de couloir ou de passerelle au jeu que Macron voudrait, ou la France voudrait faire en Centrafrique, parce qu'il vous souvient en ce moment-là, nous présentions des émissions ici à Afrique Média, il vous souvient que tout a échoué au temps de Bozizé avec l'échec des négociations des accords de Libreville. L'échec des négociations des accords de Libreville qui ont fragilisé même la position du président Idriss Déby, où il a été accusé de tous les noms d'oiseaux et du coup, il a laissé faire. Qu'est-ce que je veux dire? Je veux dire en principe qu'il faut une intelligence stratégique actuellement là. Il faut une intelligence stratégique. Ce qui se passe avec la mainmise, par exemple, de Washington, ce qui se passe avec la domination française, nécessite une intelligence stratégique des Africains dans ce précaré français et dans cette zone du Sahel. Il est question maintenant, pendant que Emmanuel Macron avance avec la France, dans ce jeu du ping-pong qui se passe avec la Russie, il est question pour l'Union africaine de prendre position, de prendre fait et cause.
Parce que jusqu'à présent, c'est une question sérieuse, comme vient de le démontrer Luc Michel, géostratégiquement et géopolitiquement. Mais si l'Union africaine reste sans rien dire, sans dire mot, sans prendre des engagements, sans prendre des positions fermes pour dire que on ne peut pas vivre avec un pays comme la Centrafrique, un pays qui est bougrement riche, mais qui est curieusement rendu pauvre depuis Boganda jusqu'à actuellement à Kange Touadéra, où des efforts de pacification aujourd'hui sont en train d'être faits, où des efforts de reconstruction sont en train d'être faits, et où curieusement, la même personne qui tient la même mise et qui a gardé ce pays pauvre veut toujours revenir à la surface. Non, il faut une position, il faut des positions fortes pour affirmer cela et dire à la France, on a trop avancé avec vous dans le seuil de la pauvreté. Vous constatez vous-même ce que cela a donné, que ce soit en référence aux États-Unis. Oui. D'ailleurs, si on regarde Trump qui prône de Great America, l'Amérique avant tout, il ne pourrait pas dire que les Africains ne doivent pas dire l'Afrique avant tout. Il ne pourrait pas dire que les Centrafricains ne doivent pas dire la Centrafrique avant tout. Donc, ces réponses-là doivent être formulées et exprimées par les leaders africains. Merci beaucoup. Monsieur Etondi, je vais revenir à vous tout à l'heure, Monsieur Fanga, le temps de prendre quelques appelants, permettez-moi. Bruxelles et de retrouver également Monsieur Jean-Arthur Aouma Yaoundé. Je reviens donc avec vous, Monsieur Hubert Etondi. Vous avez donc écouté l'analyse de vos copanélistes ce soir. Vous voulez mettre un accent sur les véritables limites opératoires de ces accords de partenariat économique. Les limites opératoires sont relativement simples. Oui. Si on prend le cas du Cameroun, qui a signé ces accords, comme c'est des accords qui prônent la levée des barrières tarifaires et douanières, ce qui est clair, le constat est là. Personne ne va me démentir. Juste les premiers 10 mois, la douane camerounaise a perdu près de 600 millions. Une surtaxe de la douane. Oui, rien que 10 mois, 600 millions de francs CFA. Et puis, il y a, tous les autres panélistes ont parlé de ça, il y a quand même une curiosité. Et c'est cette curiosité qui fait problème en Afrique. C'est que vous avez votre mort, c'est-à-dire que vous avez la mort qu'on vous présente. Vous avez cette mort, vous la tenez, vous l'embrassez, et vous n'arrivez pas à dire ou à dénoncer. C'est quelque chose d'assez curieux, je ne sais pas comment représenter ça. Pour le cas du Cameroun, les études ont été faites avant. Et quand on arrive à 600 millions le premier mois, les premiers 10 mois, en fait, ceux qui sont à Yaoundé et qui, en réalité, se sont dit les tout connaisseurs de cela et qui ont présenté, et j'en veux toujours, et je le dirai toujours, et qui ont présenté, ils ont fait des campagnes de positivité de ces accords, savaient pertinemment que pendant ces 10 mois et pendant les 2-3 premières années, le Cameroun va perdre près de 15 milliards de francs CFA en termes de levée de barrières tarifaires et douanières. C'est là où c'est curieux. C'est curieux pour nous les Africains. En Côte d'Ivoire, c'est la même chose. En Afrique australe, lui l'a cité tout à l'heure, c'est la même chose. C'est la même perte. C'est les mêmes pertes. Les pertes se chiffrent à ce même niveau. Et on comprend fatalement ici qu'en réalité, nous-mêmes, nous avons un problème. Parce que le problème, c'est à ce niveau. Peut-être qu'en réalité, peut-être que d'une manière ou d'une autre, nous avons la volonté de nous auto-crucifier. Parce que vous avez des estimations, vous avez des calculs. Lorsqu'on lève les barrières tarifaires et douanières, ça se calcule, ça se chiffre. Ce n'est pas de la magie. Ça se chiffre. Vous savez que avec cette levée et les produits qui vont entrer, voici ce que nous allons perdre. Parce qu'en réalité, la douane ne va plus être payée. Donc vous savez pertinemment que nous allons perdre ceci. Or, qu'est-ce qu'il faut faire? Est-ce qu'il y a une compensation? Où se trouve la compensation? La compensation dans ces accords qui sont un baiser de mort serait dans le fait que les produits de ces pays-là vont être exportés et vont avoir une plus-value. Mais quelle plus-value? Donc nous nous trouvons ici dans un cadre où
ces pays-là, que ce soit ceux de la SADC, que ce soit la Côte d'Ivoire, que ce soit le Sénégal, que ce soit tous ceux qui ont signé, ont perdu de manière drastique dans leurs recettes douanières et tarifaires. Et ce qui fait donc dire qu'on ne peut pas continuer avec ces accords intérimaires parce qu'on est à la signature des accords intérimaires. Hein, parce que, comme il a évoqué tout à l'heure, le docteur a fait un brillant exposé sur le départ, même la genèse, parce que c'était des accords de préférence. Et l'Organisation mondiale du commerce, en fait l'Union européenne, a fait une supercherie pour lever ces accords de préférence et arriver aux accords de Cotonou et de libre-échange. Qu'est-ce que l'Afrique, en fait, qu'est-ce que ces pays doivent faire aujourd'hui? C'est qu'il faut faire un bilan de manière opératoire, de manière logique de ce qui résulte de l'application des accords intérimaires. Et dès qu'on va faire ce bilan, on va voir que l'Afrique, ou tout au moins les pays Afrique, Caraïbes, Pacifique qui ont signé ces accords, ont perdu, que ce soit en termes de recettes douanières et tarifaires, que ce soit en termes même de la structuration de leur économie, parce qu'il y a un problème à ce niveau. Le problème, c'est quoi? Le problème, c'est que lorsque vous avez une invasion en masse des produits qui viennent d'ailleurs, l'économie locale s'affaiblit. Tout à fait. Hein? Parce que vous n'avez pas une forte capacité de production, parce que vous n'avez pas une forte capacité de manufacturation, parce que vous n'avez même pas l'embryon d'industrialisation des produits. Donc vous êtes envahis et du coup, les petits planteurs, les petites PME, PMI, c'est eux qui en payent le prix. Et donc ça, c'est des accords qui ne doivent pas être signés, à moins... le docteur a évoqué tout à l'heure, à moins qu'il y ait une alchimie qu'on doit nous démontrer pour qu'il soit signé. Il faut qu'on nous démontre, et nous allons insister, que ce soit ici à Afrique Média, que ce soit sur d'autres tribunes, qu'on nous démontre par quelle alchimie cette libre-échange est possible, cette libre-échange qui ne donne des gains qu'à l'Union européenne. Merci à vous, monsieur Etondi, direction Bruxelles. Avec vous, Luc.